c'est cool, l'épisode sur l'actualité au 16 novembre 2025. Cette semaine, je suis en déplacement, donc j'essaie de nouvelles façons d'enregistrer pour voir comment, justement, être capable de le faire plus facilement en déplacement. Je peux pas garantir la qualité du son sur cet épisode-ci. Je verrai à la fin de celui-ci qu'est-ce qu'il y en est. Si cette expérimentation-là est concluante ou pas. Ou bref, c'est comme ça. Shameless Plug, 17 au 20 novembre, là. Présentement, c'est l'European Cyber Week dans lequel je vais aller justement assister, enregistrer des podcasts, voir des gens. Va être super chouette. Levez la main si vous voulez me rencontrer ou si vous voyez, ben, venez me jaser ou me serrer la main. 25 et 26 février 2026, le Sécure revient. On est en train de recevoir des très belles conférences. Les inscriptions sont ouvertes. Il y a déjà des gens d'ailleurs qui l'ont découvert et qui ont commencé à s'inscrire. Bref, c'est ça. BotConf le 14 au 17 avril 2026. CyberEcho 28 et 29 avril. Du 9 au 17 mai, le NordSec à Montréal. Et le 3 au 5 juin, le Styx en France. J'espère ne pas le rater cette année. Commençons avec les différentes nouvelles. Commençons par le AI parce qu'il y en a quand même beaucoup cette semaine. Il y a eu beaucoup d'annonces étranges cette semaine, notamment sur le fait que Anthropic aurait arrêté des attaques menées par des acteurs étatiques chinois sur des infrastructures. Ça a été reçu avec beaucoup de scepticisme, disons. Notamment Kevin Beaumont qui a fait juste mentionner que c'est juste une stratégie de diversion, probablement utilisée par la Chine dans le contexte. Et cela est à confirmer, bref. Mais ces éléments-là sont quand même intéressants à regarder, puisque oui, c'est possible d'utiliser les différents éléments de AI pour automatiser, pour augmenter la capacité et la vélocité des attaquants. Dans les modèles présentés dans l'article notamment et par le papier d'Anthropic, c'est des MCP qui sont principalement utilisés comme étant des leviers pour accélérer cette façon d'attaquer. C'est plausible, ça fonctionne bien. Est-ce que c'est vraiment fait de cette façon-là? Ça reste à vérifier, ça reste à confirmer. Au moment où j'enregistre, je n'avais pas vu d'informations qui, d'un côté ou de l'autre, venaient à confirmer ou infirmer les différents éléments. Donc, ça reste toujours un peu suspens, mais il y a quand même de la plausibilité dans la façon de faire. De toute façon, dans les CTF, les gens utilisent de plus en plus cette stratégie-là, donc on est quand même dans un contexte d'exploration, puis les attaquants cherchent toujours des moyens les plus disponibles à leur capacité de ça, puis ce ne serait pas étonnant de voir justement une partie de décision se faire comme ça ou s'automatiser comme ça. Les attaquants sont en recherche de façon de faire de l'argent le plus facilement possible. Nouvelle suivante, encore des éléments qui mettent en lumière le fait que les guardrails peuvent être facilement contournés. C'est un système qui est fragile pour le moment, les guardrails, pour la plupart les garde-fous, qui viennent protéger les modèles. Pour plusieurs raisons d'ailleurs, c'est très fragile, puisque c'est une forme de filtrage à l'entrée et de détection. Et cette capacité de détecter-là, elle a ses limites. Soit elle l'utilise par le AI lui-même, analyse, voir s'il y a une tentative de contournement ou d'action qui n'est pas autorisée, ou des règles un peu plus classiques avec des if-then qui vérifient si ces choses-là sont en place. Donc, à ce moment-là, fragile, oui, ça va l'être encore probablement longtemps. Faut pas s'étonner, j'en parle là parce que c'est intéressant de voir à quel point c'est encore beaucoup, beaucoup dans l'actualité, ces éléments-là, quand dans les faits. C'est un problème qui est quasi insoluble tant que le AI n'aura pas une certaine forme de conscience, si on veut. Donc, ça va être très, très difficile de bloquer. Donc, c'est peut-être la réflexion, peut-être pas au bon endroit, où on cherche peut-être pas à faire la bonne chose, où on essaie de rendre un produit qui ne sera jamais sécuritaire pour l'usage massif qu'on en fait à l'heure actuelle. Donc, peut-être plus là la réflexion pour le moment. OpenAI va en tout cas fight. C'est
de de pas avoir à soumettre des millions de conversations avec ChatGPT, justement, dans un contexte d'une poursuite en droit d'auteur à New York. Donc, justement, sur la base que ça va divulguer beaucoup de conversations privées à des entités tiers. L'élément est pas. Ben, ce qui est intéressant, c'est qu'OpenAI veulent absolument se battre là-dessus parce que je pense que la confiance de son système repose sur ce genre de choses-là. Mais en même temps, puis ça, cet élément spécifique-là qui n'est pas unique puis qui va se répéter, est un excellent rappel que tout ce qu'on discute avec OpenAI n'est pas protégé ou pas vraiment protégé puisque des poursuites peuvent faire sortir les informations. Puis on parle d'OpenAI, mais les autres modèles aussi, Gemini, chez Google ou Claude Anthropique ont probablement le même contexte où les prompts sont enregistrés, soit pour des raisons légales, soit pour des raisons de réentraînement. Donc, c'est de toujours considérer que si vous dites des choses illégales dessus, ben, il est possible que ça vienne vous remordre plus tard. Donc, ou si les informations confidentielles vont fuiter ou un usage non autorisé de ces outils-là pourrait venir vous mordre plus tard. Fait que d'être prudent puis encore là, ne jamais soumettre d'informations privées dans ces choses-là, c'est un big no-no. Secure Vibes, un agent basé sur Cloud Code pour détecter des vulnérabilités dans les codes, ce qui est une bonne nouvelle en soi, ce genre de solution-là, qui permet d'avancer. C'est sûr que du vibe coding, c'est pas super bon. Ça a ses problèmes aussi, ces éléments-là, mais au moins, ça donne des outils pour aider à avancer, puis peut-être aider à faire grandir. Mais encore là, ne pas faire le chemin soi-même et de laisser à la machine faire le chemin. Fait qu'on va atrophier notre capacité à comprendre pourquoi ou qu'est-ce que du bon code. Donc, il y a quand même peut-être une préoccupation un peu plus long terme sur ce genre de choses-là. Google vient de rendre public son Private AI, c'est-à-dire essentiellement la copie du modèle que Apple a développé, annoncé à peu près un an à peu près sur sa façon de fonctionner, sur le fait que toute l'interaction avec Apple Intelligence est sur le périphérique en premier. Et si le périphérique n'est pas capable ou n'a pas la capacité, est envoyé vers le data center d'Apple sur un modèle de Private AI qui fait que les données sont rentrées, mises dans des enclaves sécurisées et ensuite effacées. Fait que Google voit ou s'intéresse à cet élément-là, donc littéralement copier le modèle d'Apple. Ce qui est en soi une très bonne chose puisque ça vient confirmer un besoin très, très grand d'avoir un private AI. Et aussi, c'est, à mon sens, peut-être un lien avec ce qui se passe en Europe, c'est-à-dire que depuis les déclarations de Microsoft au Sénat français, ou l'admission qu'ils sont obligés de soumettre, il y a un mouvement en Europe de détacher des hyperscalers américains, en tout cas des grandes compagnies américaines, pour un cloud plus souverain. Et la réponse de ces compagnies-là, c'est de développer ou de mettre en œuvre des systèmes qui préservent la protection des données européennes en Europe. Donc, c'est un peu probablement dans cette vague-là que Google a commencé à copier le modèle de Apple. En l'occurrence, puis bon, bref, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt pour ça, c'est-à-dire qu'on va peut-être aller vers un AI privé, ce qui nous amène aussi au fait que, comme OpenAI est obligé de soumettre, ben là, ils ne sont pas obligés de soumettre puisque les données ne sont pas accessibles de ce côté-là, ni par le fournisseur, ni par des requêtes par la suite. Section suivante, Red. Là, j'ai une nouvelle, en tout cas, puis c'est une répétition, puis clairement, on est dans une vague comme ça. C'est sur le fait qu'on est capable de bloquer le fonctionnement des ADR. Je n'ai déjà parlé dans plusieurs autres épisodes sur l'actualité. Je n'ai parlé longuement avec Charles Hamilton sur un épisode dédié que je vous invite à aller voir parce que l'ensemble de l'idée est là. J'en parle encore une fois parce que là, c'est un module réseau qui bloque la communication entre l'ADR, le client, et sa base de contrôle. Ça ramène sur le fait qu'une bonne partie de la logique de fonctionnement de l'ADR n'est pas autonome, mais dépend de son serveur ou de l'analyse des signaux par le serveur. Donc, le manque d'autonomie
réduit la capacité de l'EDA de fonctionner. Ça n'empêche pas que tout le fonctionnement local demeure local, continue à fonctionner. C'est pas comme les autres attaques. Mais dans ce cas-ci, on vient neutraliser une partie du fonctionnement de l'EDR. Donc, c'est toujours un rappel que ces outils-là ont des limites et qu'on ne peut pas s'appuyer à 100% et qu'il faut s'assurer que ces outils-là nous servent et qu'on puisse aller les utiliser correctement à ce moment-là et de l'utiliser de la bonne façon pour nous amener justement à atteindre les objectifs qu'on cherche. Et bref, allez écouter l'épisode avec Charles. Il est super chouette parce que ça remet en question beaucoup de nos préconceptions et justement nous amène peut-être à réfléchir à les choses différemment pour améliorer notre posture. L'autre nouvelle, Ubuntu, le Rusty sudo, ils ont décidé de réécrire la fonction sudo avec Rust et qui a amené à des problèmes de sécurité. En tant que tel, c'est pas super grave. Là. De toute façon, c'est même pas dans une version LTS. Fait que, mais ce qui est important dans ce point-là, puis on le voit beaucoup avec les normes énergie qui est mis à convertir tout ce qui est décréancé en Rust. Le fait que la conversion elle est bonne, au sens où les applications, ou en tout cas le C est dangereux au temps de l'utilisation de la mémoire, donc on connaît beaucoup de problèmes. Le Rust est très sécuritaire de ce côté-là. Par ailleurs, ce qui se passe, c'est que la conversion ne se fait pas toujours facilement d'un à l'autre et la logique de fonctionnement dans C ne se réplique pas toujours très bien en Rust. Il faut revoir le fonctionnement de ça. Donc, la conversion amène des dangers, même si à long terme, on va avoir un gain énorme au niveau de la cyber, au niveau de la protection. Les méchants pointeurs en C ne créeront plus d'autres problèmes parce que le Rust est immunisé contre ce genre de choses-là, mais la phase de transition est peut-être un peu plus à risque. Et c'est peut-être bien de ne pas utiliser des versions plus on-edge comme Ubuntu 25, mais d'utiliser des versions LTS qui sont potentiellement plus robustes et ont été testées un peu plus sur des outils comme ça, notamment pour la conversion de ce que c'est. Un article principal sur l'Active Directory. L'article résume beaucoup d'éléments de problèmes avec cette pièce d'infrastructure. Puis, je l'ai mis dans les nouvelles parce que c'est une dorsale qui est très, très importante dans beaucoup d'organisations sur lesquelles on appuie énormément nos infrastructures. Et comme c'est une dorsale très importante, elle est très attaquée. Et avec le temps, pour bien des entreprises, elle est devenue très complexe et très difficile à gérer. Et donc, expose beaucoup d'éléments, beaucoup de vulnérabilités et beaucoup de capacités pour les attaquants. D'où les outils comme Ping Castle ou Bloodhound. Bloodhound qui est justement le Community Manager est à Montréal. C'est ceux qui organisent le DEFCON quand j'ai été l'autre semaine. Permettent justement de trouver beaucoup d'éléments qui sont faibles de ce côté-là, de la complexité, de tout ce que ça représente. Autant Microsoft a pu fédérer, si on veut, une forme d'authentification avec une source unique de vérité, ce qui est une très bonne chose. Ça simplifie énormément la gestion de très grandes infrastructures. Autant ça amène beaucoup d'autres problèmes et beaucoup de malheur chez plusieurs à devoir travailler avec ces éléments-là. Il n'y a pas à l'heure actuelle de passage à d'autres façons de faire qui est envisagée. Et donc, la dominance de Microsoft demeure encore très présente dans cet environnement-là. Et c'est la même chose avec Intra-ID du côté cloud, qui est une version simplifiée de l'Active Directory et qui retire un certain degré de complexité peut-être peu utile ou qui amène d'autres éléments comme ça. Mais bref, cette complexité-là, la façon d'attaquer le Kerberos, la façon d'attaquer les différents morceaux, nous amène vraiment dans un contexte très, très compliqué. Donc, allez lire l'article, qui est très intéressant. Si vous n'avez pas de très bonne base en Active Directory, ça va vous donner quand même un regard très intéressant sur ce que c'est. Puis vous amener justement une compréhension plus fine et d'aider à protéger davantage ou des fois de vivre avec le fait que certains morceaux qui sont peu ou très difficilement sécurisables et dans ce type d'environnement-là. Donc, d'être au moins au courant pour être capable d'agir de façon cohérente. Attaque par RPC sur
sur les infrastructures Windows, c'est un autre contexte, où il y a énormément du fonctionnement RPC intermachine et il y a plusieurs composants plus obscurs du RPC qui peuvent être utilisés pour aller extraire les credentials, l'espèce de hash d'authentification qui est demandé au client. Donc, une façon de récupérer ces différents éléments, ces différents hashes-là pour attaquer ensuite et voler les identités. Donc, il y a plusieurs éléments intéressants. Ça passe généralement en dessous des radars des éléments de détection parce que c'est des choses qui sont plus standards. Donc, de fait que, puis un peu comme dans le volet de DA, dès qu'on sort de ce qui est attendu, les capacités de détection se réduisent beaucoup, puisque la quantité de choses à détecter est très, très grande. Donc, quand ils font des choix pour cibler des éléments, dans ce cas-ci, c'est la rareté du type de communication ou la façon de fonctionner qui devrait être détectée. Donc, c'est plus du machine learning à ce moment-là qui va nous aider à trouver les anomalies de fonctionnement, des choses qu'on ne voit pas standard ou des choses de déviation par rapport à l'habituel, donc d'avoir un baseline. Donc, ça ramène aussi toute l'importance d'avoir des baselines de fonctionnement dans des réseaux pour détecter des anomalies qui sortent de cette phase-là. Dernière nouvelle pour la section rouge. Un antivirus, c'est TrioFox, que je ne connais pas, a une faille dans sa console qui permet la prise de contrôle et le déploiement de code malveillant sur les endpoints à l'aide de la console. Et sur le endpoint, le problème qu'il y a, c'est que l'agent hérite du privilège système, ce qui donne un contrôle total sur la machine, considérant qu'on est capable de rentrer dans la console de façon non authentifiée. Donc, c'était quand même un problème assez important qui va plus loin. Et un problème de design de la console et en même temps des agents qui ont peut-être un peu trop de pouvoir pour ce qui devrait normalement opérer ou en tout cas ce qui est capable de fonctionner. Donc, des outils de sécurité présentent ou augmentent la surface d'attaque. C'est pas la première fois que je le mentionne. C'est pas la première fois qu'on regarde ce genre d'éléments-là. On l'a vu avec les équipements réseau aussi dans les dernières semaines et mois, que ceux-ci amènent des vulnérabilités supplémentaires à nos environnements. Donc, de les mettre dans le périmètre de surveillance, de s'assurer que tout est correct, patché, et peut-être demander à nos fournisseurs d'avoir certains audits de sécurité supplémentaires qui auraient probablement peut-être été capables d'attraper ce problème-là chez ce fournisseur-là. Mais, bref, c'est de voir comment tout ça est fait et comment on doit peut-être réfléchir la façon de protéger et d'utiliser des outils de sécurité pour nous protéger. Section bleue. Le premier élément que je vais commencer, c'est vraiment, puis au fond, c'est un article super intéressant qui explique le fonctionnement d'OIDC. Je l'ai mis là, puis je vous invite à aller le consulter parce que c'est un élément très présent et très fondamental maintenant dans le fonctionnement. Je parle de l'Active Directory dans l'autre pour les infrastructures internes où c'est l'élément clé, donc la maîtrise est nécessaire. Autant OIDC, tout le volet web, infrastructure, communication fédérée, et ainsi de suite. C'est très important de le maîtriser parce que de sa très grande utilisation dans ces environnements-là, aux environnements qu'on pourrait qualifier de modernes, distribués, et ainsi de suite, les failles de sécurité ou la mauvaise implantation de ce protocole-là peut mener à des problèmes et donc faire tomber des parties d'infrastructure. On parlait justement de Fox qui ne faisait pas une bonne vérification d'identité, donc on attaque non authentifiée. Ben, on revient dans ces environnements-là où c'est très important d'avoir la compréhension. Et pour beaucoup, faire des designs de systèmes qui fonctionnent bien, de comprendre comment cette pièce-là s'atterrit et fonctionne et vient justement répondre aux problèmes. Donc, d'avoir cette compréhension-là est fondamentale sur notre capacité à mieux protéger et ne pas introduire des problèmes en voulant mettre des éléments d'authentification dans nos systèmes. Et c'est sûr que l'autorisation qui s'ensuit est correctement appliquée par rapport à ces choses-là. Ben, suivante, les organisations commencent, c'est une très bonne chose, à mettre en place du passkey, le SSO, ainsi de suite, justement pour venir réduire les problèmes des mauvaises habitudes avec les mots de passe. C'est insoluble. Les humains ne pourront jamais arriver dans un contexte où il va y avoir des mots de passe forts partout et tout. C'est paresseux, c'est qu'on est comme ça. Fait qu'il faut trouver des moyens qui nous aident à sortir de ce paradigme-là des mots de passe et de s'assurer qu'il y a d'autres mécanismes en place plus robustes,
meilleur, puis facilitant aussi, parce que si on met des irritants, les utilisateurs vont prendre des mauvaises habitudes aussi. Donc, des années tranquillement vers cette situation-là. Pour mon usage du passkey, ça commence à être intéressant. Ça commence à être mieux que ça a déjà été. C'est plus fluide comme utilisation. Donc, c'est presque rendu au point où les parents pourraient l'utiliser facilement dans un contexte logiciel, c'est-à-dire avec des voûtes comme OnePassword ou ProtonPass qui permettent de stocker ces passkeys-là à l'intérieur, ou littéralement la version matérielle avec des YubiKey qui permet d'aller plus loin, justement plus résistant encore que la version logicielle le permet pour le moment. Donc, on commence à aller dans cette zone-là, fait que c'est quand même de très bonnes nouvelles. Par ailleurs, quand on perd notre clé, on perd le mot de passe, donc c'est beaucoup plus difficile de le récupérer à ce moment-là. Donc, il y a des enjeux par rapport à ça, mais bon, on avance tranquillement. C'est une bonne chose. Nouvelle suivante, Homebrew retire l'exception de vérification de sécurité de Gatekeeper. Ça crée beaucoup d'émotions dans la conversation qui suit, dans la chose que vous allez pouvoir voir dans les show notes. Par ailleurs, l'alignement avec la façon de fonctionner de Apple est une bonne chose, justement pour éviter que les gens se tirent dans le pied, que des codes malveillants. On a vu que Homebrew est utilisé ou impersonnifié pour réussir justement à prendre le contrôle du système. Donc, toutes ces mesures de sécurité-là, même s'ils peuvent être irritants, sont une bonne chose pour les utilisateurs, pour tout le monde finalement, et réduire le problème. Donc, ça va changer. Fait que pour avoir beaucoup de casques qui vont devenir indisponibles dans les prochaines semaines et mois, puisqu'ils ne sont pas conformes à la nouvelle règle. Donc, de le voir comment tout ça va se matérialiser. Mais c'est pour le bien de la sécurité de tout le monde. Puis, moi, le premier, je préfère qu'il y ait des mesures de sécurité en place que de devoir me poser beaucoup trop de questions sur d'où arrivent les choses. Donc, on est dans un contexte comme celui-là. Ça fait une petite parenthèse sur les différents stores qui sont faits, puis le sideloading sur Google ou Apple. Ben, je préfère avoir personnellement, par paresse, d'avoir un store qui est vouché par le fournisseur. Donc, je réduis la probabilité d'avoir un code malveillant que d'avoir des affaires qui arrivent sur le côté. Donc, question de paresse, je préfère aller de ce côté-là. Mais ça, bon, bref, rendu là, c'est un débat qui mène aussi, excusez, beaucoup d'émotions. Google poursuit des opérateurs de la plateforme Lighthouse, qui est un phishing as a service, justement pour réussir à casser un peu ces modèles-là. C'est très bien de voir des compagnies qui s'en prennent par les moyens légaux pour se débarrasser ou qui appuient des lois américaines, en l'occurrence, qui viennent avoir un effet sur ces acteurs malicieux-là, qui viennent réduire la probabilité d'avoir et tout ce que ça comporte comme situation. Puis c'est essentiellement les personnes plus vulnérables qui sont affectées par ça, donc mes parents notamment. Justement, et nos parents, tout le monde. Et je trouve ça bien d'avoir ces actions-là qui sont prises en main par les grandes compagnies ou les lois qui viennent justement protéger davantage ces personnes un peu plus vulnérables, parce que ça va devenir un sérieux problème de société éventuellement. Kevin Beaumont, ça fait deuxième fois que je l'ai dans mes choses, parce qu'il était quand même très prolifique cette semaine. Je trouve ça très amusant ce qu'il annonce sur son compte Mastodon. Essentiellement, il dit que la façon de régler le click fix pour la majorité des gens, c'est de bloquer la commande run dans le menu. Donc, essentiellement, d'empêcher les gens de se tirer dans le pied en activant, en faisant ce qu'ils disent, de prendre le PowerShell puis le mettre dans run puis de se tirer dans le pied, de faire disparaître la fonction run du menu. Du Windows menu, ben justement, à ce moment-là, il est limité. C'est pas fou comme idée parce que si on enlève les choses que les gens n'ont pas besoin, parce que mes parents n'ont pas besoin d'avoir cet élément-là, mais même la touche Windows R qui est l'équivalent. Ils n'ont pas besoin de ça, puis ça les éviterait de tomber par erreur dans un piège qui est comme ça, où toutes les personnes qui sont propices à tomber dans ce genre de piège-là. Donc, de retirer la capacité de se tirer dans le pied est une bonne chose.
et peut-être mettre des étapes pour faire que les gens soient au courant du danger de ou à quoi ils vont s'exposer en le faisant. Donc, je trouve l'idée intéressante. C'est à voir comment ça, comment ça va vivre dans la chose. Je pense que Microsoft aura une responsabilité de rendre plus difficile ou que ça soit un opt-in, c'est-à-dire que l'affichage de cette commande-là soit désactivé par défaut et activé seulement si le besoin est là, justement, pour éviter que les gens se tirent dans le pied. Puis les gens qui veulent vraiment aller plus loin, donc plus d'autonomie, pourront le garder actif. Mais pour mes parents, il n'y a aucune raison, ou pour la plupart des gens, il n'y a aucune raison d'avoir cette commande-là disponible ou facilement disponible pour se tirer dans le pied comme ça. Mais en le désactivant, les attaquants vont changer de stratégie, mais au moins pour le moment, ça donne une certaine capacité de réduire la portée de ces attaques-là qu'on voit beaucoup et qui sont assez problématiques d'ailleurs. Puis c'est beaucoup les infos qui passent par ce chemin-là pour rentrer beaucoup. Nouvelle suivante, les deux nouvelles qui sont en quelque sorte liées sur le CISA, où la loi expire, le financement expiré pour le partage d'informations entre le gouvernement et les entreprises privées avec notamment à travers les ASAC et avec toute la protection légale de divulgation sans poursuite, qui est très importante. Le fait que le gouvernement a affirmé que le financement a disparu, c'est très nocif. Et c'est un problème américain de cette disparition-là de choses. On l'a vu avec d'autres éléments où le financement a disparu et en tout cas a été rétabli, mais on est dans un contexte comme ça où les Américains ne jouent plus le rôle de grands frères au niveau de la cyber. Donc, c'est un problème. Il va falloir peut-être qu'on s'organise différemment. Alors, on voit en Europe une certaine prise en charge, qui est une très bonne chose, mais mais je suis un peu en même temps en désaccord avec la prise en charge de façon souveraine, comme elle est mentionnée, et qui se détache de l'aspect collaboratif qu'on a besoin beaucoup en cyber pour être efficace et aller plus loin. Donc, bon, c'est à voir comment ça va s'organiser. C'est assez nouveau comme façon et d'interaction entre les différents blocs géographiques. Mais bref, on va voir avec le temps si ça peut prendre une forme qui est collaborative, là, puis qui va revenir remplacer une partie du financement américain pour ces éléments-là. Mais bref, pour cet élément-là, d'un point de vue pur américain, la disparition de ces forums-là d'échange a démontré d'ailleurs que depuis que c'est arrêté, je pense en octobre, il y a une augmentation des attaques ou des attaques réussies sur différentes infrastructures de faire le fait que les IOC ne sont pas partagés, que les éléments entre les organisations d'un même secteur ne sont pas partagés. Donc, on devrait voir l'effet réel et l'effet probablement permanent de ce manque de financement-là sur les infrastructures critiques américaines et incidemment l'effet au niveau mondial, parce que l'échange était américain dans ce cas-ci n'était pas mondial, de voir comment on peut faciliter ou mettre peut-être d'autres infrastructures en place pour permettre l'échange d'informations pertinentes pour aider à protéger, puisque si on est tous autonomes face à une menace qui est de plus en plus organisée, je pense qu'on a moins de chances que si on s'organise ensemble et qu'on fait des éléments, qu'on place des bases ensemble pour arriver à une meilleure organisation, que ce soit régionale comme les ASAC aux États-Unis, que ce soit d'autres structures, mais le gouvernement doit appliquer des éléments comme ça. Côté européen, j'ai aucune visibilité, fait que j'ai aucune idée de ce qui se passe au niveau de l'équivalent des ASAC, mais j'ai l'impression que ceux-ci sont encadrés d'une façon ou d'une autre de toute façon, par d'autres structures qui permettent justement une meilleure collaboration. Dernière nouvelle de cette section-là, Quad9 présente des enjeux ou il parle de menaces existentielles basées sur les poursuites. Là, dans ce cas-ci, c'est en France, mais il y a eu aussi en Belgique sur l'usage des DNS pour bloquer des éléments de piracy, de vol de propriété intellectuelle. Puis là, c'est un débat qui est un peu polarisé, au sens où, effectivement, les détenteurs des droits doivent pouvoir avoir les capacités de faire respecter les droits de leur propriété intellectuelle correctement.
Mais en même temps, puis là, c'est le point de Quad9, c'est que l'usage d'infrastructures neutres comme les DNS pour y arriver cause un certain nombre de problèmes. Et des problèmes qui ont des effets beaucoup plus vastes que juste le blocage localisé. Pour des grandes compagnies comme Cloudflare ou Google, notamment, ont les capacités d'aller se défendre en cours pour ne pas l'appliquer ou repousser la charge d'application de ces jugements-là sur les serveurs qui hébergent le contenu pirate et non sur les DNS. Et dans le cas qui est là, ben, l'élément de Quad9, c'est que ça fait reposer sur nos BNL, qui est un service public en quelque sorte, la charge d'appliquer des règles localisées qu'eux, on n'a pas la capacité de localiser les règles. On n'a pas la capacité d'aller en cours pour défendre le point que ce n'est pas leur responsabilité de devenir d'être instrumentalisé pour l'application de règles comme celle-là. Donc, c'est une question intéressante à aborder autant également au niveau de la censure, comment ces infrastructures-là peuvent se mettre en place, comment tout ça se matérialise. Dans ce cas-ci, dans l'article qui était mentionné, ben, Cisco, c'est littéralement, avec OpenDNS, retirer des marchés qui commencent à être un peu trop hostiles ou compliqués d'applications comme ça. On est en train de peut-être briser le fonctionnement de ces technologies-là, en tout cas ces fournisseurs-là qu'on utilise pour résoudre les noms de domaine. Donc, c'est à voir. Puis en ce sens-là, je suis dans l'accord le fait que d'instrumentaliser les DNS pour arriver à l'application de jugement, c'est une drôle d'approche. Mais en même temps, c'est peut-être la seule façon possible d'arriver et que ces gens-là cessent de fuir, mais en même temps, l'enregistrement de nouveaux noms de domaine est aussi problématique et aussi rapide. Donc, c'est peut-être pas le bon chemin qui est utilisé pour résoudre le problème légal qui est encouru, mais ça pose dans ce cas des questions beaucoup plus vastes sur comment l'Internet fonctionne et tout se positionne. Dernier bloc, privacy. Quelques petites nouvelles de ce côté-là. Première, le plus grand élément, vecteur de fuite de données dans les organisations, maintenant est rendu le copier-coller. Cet outil qu'on utilise énormément, c'est principalement le vecteur de fuite d'informations vers les agents de chatbot AI, puisque c'est comme ça que les gens poussent des données des compagnies, des données privées des compagnies dans des chatbots pour interagir. Donc, ça l'a beaucoup, beaucoup dépassé. Ça l'amène aussi le point que normalement, les navigateurs d'entreprise devraient être gérés et le copier-coller devrait être surveillé, donc avoir des outils de surveillance qui permettent de limiter la fuite des données sensibles de cette façon-là, comme on a beaucoup d'expérience maintenant avec les DLP sur les machines qui fait que les fichiers peuvent pas sortir facilement ou être exposés facilement, ben, le copier-coller dans le navigateur devient le vecteur suivant. Donc, ce n'est qu'une évolution normale des choses, mais le constat documenté est important à partager justement parce que c'est un vecteur qu'on protège. Et dans certaines occurrences, c'est assez facile dans des contextes M365 notamment de bloquer le copier-coller dans le navigateur et empêcher la fuite des informations ou mieux contrôler comment les informations se promènent dans l'organisation. La suivante, Proton parle de recycler des adresses email abandonnées. Ça soulève beaucoup de questions sur le fait que les adresses sont abandonnées de un, puis de deux, sur leur usage ou qu'est-ce qu'en est fait. Donc, c'est de récupérer des vieilles adresses. La nouvelle elle-même, en tout cas, comme elle est présentée, présente ça comme étant un scandale, pas autant scandalisé que c'est peut-être une réflexion à avoir. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Peut-être même l'arrivée à posteriori, puis récupérer des vieilles adresses qui n'ont pas été, selon les dires de Proton, n'ont pas été utilisées depuis longtemps, probablement créées par des robots pour des besoins très anciens, puis ou pour monopoliser des adresses plus sexy à ce moment-là. Donc, c'est des questions à se poser, savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. S'il y a des délais de grâce, puisque les adresses courriels sont également
des vecteurs très importants parce que justement, le reset de mot de passe passe par là. Beaucoup d'éléments de sécurité reposent sur la possession de l'adresse courriel. Donc, le fait de se faire déposséder, la remettre en liberté comme Proton veut faire peut présenter des risques à ce moment-là, voir qu'est-ce que c'est, mais la nouvelle n'est pas très claire de ce côté-là, qu'est-ce que c'est, où ça mène et toutes les choses, mais il y a des questions fondamentales à se poser et quitte à ce qu'il y ait une politique de dire, OK, ben, après 10 ans de non-utilisation, l'adresse est abandonnée et selon certains critères avec autres, ça n'a pas eu de courriel depuis, puis ça, tout, que ça soit clair, l'énoncé qui est là et bref, la nouvelle n'était pas claire. Je peux aller voir le Reddit de Proton en arrière pour confirmer. Et la nouvelle elle-même était juste outrée de cette démarche-là. Donc, c'est des questions à se poser, mais peut-être pas être outré, mais regarder ça un peu plus froidement, cette situation-là. Firefox 145 protège contre le fingerprinting. Essentiellement, c'est les stratégies qui sont utilisées maintenant, puis déjà depuis un certain temps, au lieu de baser que sur les cookies pour identifier les personnes, mais ils utilisent des informations du navigateur qui donnent justement euh, une certaine visibilité ou un certain élément d'unicité sur l'ordinateur qui utilise ça. Fait que ce que Firefox fait, il fait juste retourner de la fausse information. Donc, vient brouiller un peu plus la capacité de faire du fingerprinting des utilisateurs, donc de nous tracer, même si on ne prend pas les cookies, et ainsi de suite. Et ça la ramène à la dernière nouvelle où l'Union européenne veut réformer tout ce qui est RGPD, loi sur l'intelligence artificielle, et ainsi de suite, justement pour alléger certains éléments. C'est triste parce que la façon que les changements veulent se faire, ça vient diminuer la qualité de protection. Quand dans le fond, dans les faits actuellement, le RGPD et le AI ont une capacité limitée à agir sur les data brokers ou sur l'intelligence artificielle pour réellement limiter les problèmes, puis le fait de diminuer encore plus nous amène ailleurs, au lieu de régler des problèmes de fond comme ce qu'ils voudraient faire avec les cookies, par exemple, qui n'ont aucune efficacité réelle pour limiter le problème, de mieux encadrer les data brokers, mais en même temps, se trouver un équilibre, un sain équilibre entre le marché, l'innovation, tout ce que c'est, et l'usage des données pour protéger adéquatement les citoyens. C'est l'objectif de cette loi-là. Je pense qu'on est rendu à un carrefour, puis ça va faire 8 ans que le RGPD est en action. Puis ils sont déjà en train de réajuster. Tant qu'à moi, ils devraient réajuster pas dans le sens où d'affaiblir des contrôles, mais être cohérent dans les contrôles qui sont mis en place ou la façon que c'est utilisé. Donc, de le regarder d'une façon autre. De regarder les expériences des autres pays qui ont adopté des lois similaires, comme en Californie ou au Québec avec loi 25. De voir notre expérience, puis les problèmes que nous-mêmes nous vivons, ou les limitations de nos propres lois sur l'application, tout ce que ça fait, pour amener un équilibre qui est mieux pas d'affaiblir pour laisser les grandes compagnies américaines tout voler et tout partir, mais de pouvoir le jouer différemment puis d'arriver au degré de contrôle qui est voulu. Protéger les citoyens, protéger les fuites de données, puis éviter l'identification massive et les data brokers qui permettent des choses. L'épisode que j'ai enregistré qui va être diffusé le lendemain de celui-ci avec Cyber-Citoyen, on parle justement de ces éléments-là, que ça prend 4 points de données pour être capable d'identifier quelqu'un. Et il y a une belle enquête journalistique sur le fait qu'on était capable de suivre à la trace les généraux de l'OTAN, par exemple. Donc, de ce moment-là, de voir comment on est capable de rééquilibrer pour protéger et que ces lois-là demeurent efficaces, mais n'enlèvent pas l'innovation technologique. Mais en même temps, l'innovation technologique, ça ne veut pas dire qu'on doit tous se mettre dans le pétrin. C'est comme un équilibre qui est dur à obtenir, clairement. Terminé là-dessus, j'ai changé un peu le modèle de fonctionnement, j'ai changé le micro, testé autre chose. Moi qui pensais avoir coupé, j'ai coupé énormément de nouvelles, être un peu plus tenir en bas de 30 minutes, mais clairement, j'ai pas réussi. Trop parler. Changement aussi, c'est une autre façon de fonctionner comme en itinérance avec pas mes outils standards. Fait que je suis un peu moins confortable. Ça doit se sentir aussi sur la façon que j'ai faite, comment j'ai abordé les différents sujets. Et juste même la façon que je parle, le fait que je sois dans une chambre d'hôtel en France avec un climat plus froid, j'étais un peu moins à l'aise que dans mon bureau où il fait trop chaud. Donc bref,
J'espère que ça n'aura pas été une expérience trop difficile cette fois-ci. Et bon, bref, je vais voir à l'écoute qu'est-ce que le résultat donne au sens si ce micro-là est valide ou je dois retourner sur une autre façon. Pour ça, je vous remercie de l'écoute. On se dit à la prochaine.